Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous, à la une de cette édition en péninsule de Corée. La tension monte depuis les dernières provocations de la République populaire démocratique de Corée. Les États-Unis ont présenté un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour de nouvelles sanctions. Un vote devait avoir lieu mardi ou mercredi, mais il a été reporté au week-end. Tokyo a imposé de nouvelles sanctions et réinstitué les anciennes sanctions qui avaient été levées en 2014. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dit son soutien à une telle mesure, mais il a déclaré que la résolution ne devait pas avoir d'effet négatif sur les pays qui coopèrent avec la RPDC. Le gouvernement chinois a annoncé qu'il soutiendrait la prochaine résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui imposera de plus fortes sanctions à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée. Cette annonce a été faite par le représentant spécial de la Chine pour les affaires de la péninsule coréenne, Woo Da-wei, après une réunion avec son homologue sud-coréen, Wang Jung-kook, à Séoul. Woo Da-wei a déclaré que les deux parties soutiendraient ensemble la paix et la stabilité en péninsule coréenne. Wang a déclaré que les deux pays s'étaient mis d'accord sur le fait que la RPDC devait modifier son attitude. La Chine et la Corée du Sud ont décidé toutes deux de soutenir la nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant les tests nucléaires et les lancements de satellites de la RPDC qui sera adoptée par le Conseil de sécurité. La Corée du Sud et la Chine se sont mises toutes deux d'accord sur le fait qu'en exécutant à grande échelle la résolution du Conseil de sécurité avec la communauté internationale, cela fera pleinement réaliser la RPDC qu'elle ne peut pas échapper aux lois internationales concernant le développement de son programme nucléaire. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la pensée et le comportement de la partie nord doivent changer au niveau qualitatif. L'envoyé de la Chine sur le nucléaire, Woo Da-wei, a également exprimé son opposition au possible déploiement d'un système américain de défense antimissile à Séoul, en Corée du Sud. Woo Da-wei a transmis sa position solennelle sur le déploiement potentiel des batteries de missiles antibalistiques THAAD. Mais Séoul a expliqué que sa décision était une mesure d'autodéfense contre le programme nucléaire et de missiles balistiques de la RPDC. Les États-Unis ont également fait savoir qu'ils restaient persuadés que le déploiement de ces batteries était nécessaire, ajoutant qu'ils demeureraient engagés à utiliser toute la gamme de leurs capacités de défense pour sauvegarder la Corée du Sud. La fragile cessation des hostilités en Syrie est en grande partie respectée, mais des incidents ont mené à des accusations de la part du gouvernement syrien, des groupes d'opposition et d'autres pays. Damas a en effet accusé le ministère saoudien des Affaires étrangères d'essayer de saper la cessation des hostilités. Dimanche, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, a lui déclaré que le gouvernement syrien et son allié russe avaient violé la trêve. Il a ajouté qu'il y aurait un plan alternatif s'il apparaissait clairement que Damas et ses alliés n'étaient pas sérieux au sujet du cessez-le-feu. Pendant ce temps, l'opposition exilée a renouvelé ses accusations sur des violations de la trêve de la part des forces gouvernementales syriennes dans certains secteurs. Riyad Hijab, le coordinateur général de l'opposition, a écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU en détaillant ces violations. Il a ajouté que son groupe avait enregistré des manquements dans 26 secteurs différents. Les pays encourageant l'arrêt des hostilités en Syrie se sont rencontrés lundi à Genève. Ils ont essayé de consolider le cessez-le-feu et d'ouvrir la voie à la reprise des pourparlers de paix. Et bien que tous les côtés aient signalé des incidents comme des pilonnages et des bombardements, cela fait longtemps que la Syrie n'a pas été aussi calme. À des milliers de kilomètres des ruines syriennes, des diplomates disent qu'ils détectent enfin la possibilité de bâtir une paix fragile. Le secrétaire général de l'ONU et son envoyé spécial pour la Syrie sont réalistes, mais ont aussi de l'espoir. Le cessez-le-feu est globalement respecté. Nous travaillons très dur pour être sûrs qu'il tienne. Ce rassemblement toutefois a examiné les allégations de violation de la trêve. Il a aussi eu l'objectif de renforcer les livraisons d'aide à des centaines de milliers de Syriens qui n'ont pas vu d'approvisionnement depuis des mois. Une reprise de l'aide humanitaire pourrait établir la confiance et mener à la reprise des pourparlers de paix qui ont échoué en février. L'envoyé des Nations Unies pour la Syrie cherche à reprendre ces discussions le 7 mars si les 2 semaines de trêve sont respectées. Mais c'est un grand si. Cette vidéo semble montrer le groupe islamique Ahrar al-Sham cibler des positions du gouvernement syrien. Ce groupe ne fait pas partie de l'accord actuel.
Les forces de l'opposition syrienne accusent la Russie et le gouvernement syrien de les viser. Aujourd'hui, il y a environ 10 frappes russes et près de 16 frappes réalisées par le régime en 26 fois. Je pense que cela doit être surveillé. Nous avons perdu 18 personnes et avons 68 blessés. Les diplomates savent que la fenêtre d'opportunité n'est pas grande et que cette trêve temporaire est inégale et incomplète, mais le fait qu'elle soit globalement respectée est un pas en avant pour la Syrie, car le pays n'a pas connu de paix en 5 ans. Nous sommes encore loin d'une solution politique et pour se débarrasser des groupes islamiques violents, il faudra une coopération internationale d'une ampleur encore jamais vue dans ce conflit. Le président modéré iranien Hassan Rouhani et ses alliés réformateurs ont été confortés dans leur politique d'ouverture en enregistrant une forte progression lors des législatives de vendredi. Nombreux voient déjà les opportunités globales que cela va engendrer. Des élections avec des répercussions internationales. Le président Hassan Rouhani a négocié la fin d'un embargo commercial avec l'Occident qui a paralysé l'économie du pays. Maintenant, ceux qui l'ont soutenu dominent. Les élections parlementaires ont renforcé les modérés et les réformateurs et limité le nombre de partisans de la ligne dure, opposés à l'engagement avec l'Occident de presque de moitié. Hassan Rouhani a tweeté son verdict. Bravo à l'histoire qui façonne la nation iranienne. Ouvrons un nouveau chapitre basé sur les talents iraniens et les opportunités globales. Le ministère des Affaires étrangères a été également rapide à voir les opportunités. La considérable participation du peuple dans ces élections renforcera le pouvoir et la force nationale de la République islamique d'Iran. La politique extérieure de l'Iran bénéficie directement de cette situation aussi et elle utilisera de son mieux cette capacité en accord avec les objectifs et projets de la République islamique d'Iran. La baisse de la production de plutonium de qualité militaire a permis la levée de nombreuses sanctions internationales. Les sociétés européennes en particulier saisissent l'occasion. Le géant français Total est ainsi parmi les premiers à commencer à exporter du brut iranien vers les marchés européens. Mais certains analystes disent qu'il y a beaucoup d'embûches pour ceux qui essaient de faire des affaires avec l'Iran. La semaine dernière, nous avons entendu la nouvelle que la compagnie pétrolière nationale d'Iran allait aussi exporter vers l'Europe. Elle va se réengager dans de meilleurs accords et en trouver jusqu'à ce que les banques européennes mettent fin aux transactions. Mais on ne peut pas trouver de banques européennes qui mettent fin à ces transactions. Donc c'est sûr que cela va avoir des conséquences. Et un autre conflit avec l'OPEC plane. L'Iran a absolument besoin d'exploiter l'une de ses plus lucratives ressources, le pétrole, et de booster la production pour arriver au niveau d'avant les sanctions. C'est un problème pour certains producteurs de l'OPEC qui viennent juste de s'accorder pour limiter la production afin de réduire la quantité excédentaire de pétrole qui a contribué à la chute des prix. Et aujourd'hui, nous commençons à recevoir enfin les résultats des primaires américaines dans plus d'une douzaine d'États. Il y a tellement de gens qui votent ce qu'on appelle ce mardi super mardi. Historiquement, les Asiatiques américains n'ont jamais beaucoup compté dans les élections, mais cela pourrait changer, notamment en Virginie. En effet, les candidats voyagent dans cet État juste avant le vote et la communauté asiatique y est de plus en plus importante, spécialement pour les démocrates. Une danse du dragon qui met fin au Nouvel An chinois et le début d'un meeting politique. Une femme parle à un micro. Les Asiatiques représentent 4,8% de la population américaine. Mais en Virginie, où les courses sont serrées, les Asiatiques peuvent changer la donne. Personne ne peut gagner avec 2 ou 3 points de plus, alors chaque vote compte. C'est pourquoi Monica Lee, une Vietnamienne américaine, fait campagne pour Hillary Clinton. Elle va se battre pour l'accès des femmes à la santé et aux droits reproductifs. Elle va se battre pour l'éducation pour tous. Je pense que c'est la meilleure candidate. David Dew organise des événements en Virginie pour le sénateur Bernie Sanders. Il pense que Sanders va aider davantage d'Américains à accéder à la classe moyenne parce qu'il ne tire pas son argent de Wall Street. J'ai une passion pour Bernie Sanders depuis avril dernier quand il a annoncé qu'il allait se lancer dans une campagne propre, une campagne sans aucun des grands milliardaires. Punit Ahluwalia, un Indien américain, fait campagne pour le républicain Marco Rubio.
Il dit que l'héritage cubain de Rubio en fait un allié des minorités qui se soucient d'économie et de sécurité. La plupart ne réalisent pas que nous allons vers une économie atone et des menaces terroristes tout le temps. Mais un problème critique pour chaque candidat courtisant l'électorat asiatique sera l'abstention. Beaucoup sont enregistrés, mais ils sont peu à se rendre aux urnes. Dans ce pays, chacun doit participer. Mon but est de pousser les gens à aller voter. Nous faisons du porte-à-porte pour traduire et parler les langues qui sont importantes dans nos communautés. Le dragon danse et les meetings politiques se multiplient. Le vote va bientôt pouvoir commencer. Et on passe sans plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Jonathan. Bonjour Yves. Eh bien que nous réserve donc cette deuxième partie d'édition s'il vous plaît. Aujourd'hui nous commençons par parler du virus Zika qui a encore frappé en Chine. La province du Guangdong dans le sud de la Chine a annoncé un nouveau cas d'infection du virus Zika, portant le nombre total de personnes infectées sur la partie continentale du pays à 8. Les autorités locales de la santé ont déclaré que l'homme de 23 ans avait été admis à l'hôpital après avoir eu des rougeurs vendredi, une semaine après son retour du Venezuela. Il a été testé positif au virus Zika et a reçu un traitement. Les autorités sanitaires ont exhorté la population à demeurer vigilante. Une épidémie pourrait survenir dans certaines régions si les conditions climatiques chaudes amènent davantage de moustiques. La première loi chinoise contre la violence domestique est entrée en vigueur ce 1er mars. Elle a été adoptée après 2 audiences au lieu des 3 habituelles et constitue un exemple du changement de style de la législature en place. La première loi contre la violence domestique est une étape importante pour le pays dans la protection des droits des femmes, des enfants et des vieilles personnes. La loi définit les abus familiaux et détaille les façons de s'en prémunir. La violence était traitée dans des lois et règlements séparés comme la loi sur le mariage, mais les nouvelles lois reflètent plus la montée sociale des droits des femmes et permettent une meilleure application des lois. Même s'il n'y a eu que 2 lectures sur une période de 4 mois, les législateurs ont été impliqués dans la rédaction très en amont. Les autorités compétentes ont fait des recherches ces dernières années et eu des discussions en profondeur avec le gouvernement et les associations de femmes. Ceci a abouti à un projet bien écrit qui assurait que les députés soient bien informés. La durée d'examen des textes est parfois réduite pour certaines lois et la fréquence de la révision des lois a aussi été augmentée. Environ une femme sur 4 souffre de violences conjugales à un moment ou à un autre dans sa vie, selon une enquête de la Fédération des femmes de Chine de 2013. Chaque année, la Fédération reçoit environ 50 000 plaintes pour violences domestiques. Et les experts estiment que le nombre réel est bien plus élevé en raison du silence des victimes. La loi ne permettra de réduire le nombre des violences domestiques que si chaque membre de la société comprend qu'un tel comportement constitue une violation de la loi et doit être puni en conséquence. La Chine et le Conseil de coopération du Golfe organisent le 6e tour des négociations dans la capitale saoudienne, Riyad. Ils travaillent sur un accord de libre-échange qui est discuté depuis plus d'une décennie. Reportage. Durant 4 jours, les discussions tourneront autour du commerce, de l'investissement et de la coopération économique et commerciale. La décision de reprendre les discussions est apparue durant la visite du président Xi Jinping en Arabie Saoudite en janvier. Xi Jinping avait déclaré que la Chine voulait réaliser une coopération complète dans l'énergie avec les pays du Conseil de coopération du Golfe et être un marché énergétique stable, fiable et à long terme. Le CCG est composé du Bahreïn, du Koweït, d'Oman, du Qatar, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Les chefs des négociations sont optimistes quant à une coopération plus profonde. L'accord de libre-échange entre la Chine et le CCG est un événement significatif dans les relations économiques entre la Chine et le CCG. Actuellement, la Chine est le 2e plus grand partenaire commercial du CCG et le CCG est le 9e partenaire commercial de la Chine. Le potentiel du commerce bilatéral est énorme. Nous devons être sûrs qu'il reflète la réalité de notre époque, pas seulement de notre époque présente, mais aussi de l'avenir. Nous le faisons pour nos économies. Les talents étrangers auront dans la capitale chinoise davantage de facilité pour travailler et vivre.
À partir du 1er mars, les démarches pour obtenir une carte verte sont simplifiées à Beijing. Les autorités vont accélérer le processus d'approbation des permis de résidence pour les étrangers. La nouvelle politique s'applique aux personnes qui souhaitent se lancer dans les affaires dans la Silicon Valley de la Chine, appelée Zhongguancun, ou à tous les experts technologiques enregistrés dans ce quartier de Beijing. Sont aussi concernés les Chinois de l'étranger qui pourront avoir un accès facilité à la carte verte. Beijing suit ainsi l'exemple de Shanghai qui avait lancé l'an dernier des mesures semblables. Le gouvernement central a également dévoilé de nouvelles mesures pour améliorer les services aux étrangers résidant en Chine. Les talents étrangers sont une des clés du développement économique de la Chine à l'heure où le pays se transforme, passant d'une économie basée sur la main-d'œuvre bon marché à une économie basée sur les industries de pointe. Le Centre pour la Chine et la mondialisation a effectué une étude dans laquelle sont comparées les zones de Zhongguancun à Beijing et la Silicon Valley en Californie. 1 million de personnes travaillent et vivent dans ces deux endroits. Tandis que les étrangers représentent 40% de tous les talents de la Silicon Valley, à Zhongguancun, en Chine, ils ne sont qu'1%. Et sur ce pourcent, environ 10 000 personnes sont des Chinois de l'étranger. Beijing ressent donc le besoin de travailler davantage à intégrer des étrangers dans son hub technologique. Reportage. La deuxième économie du monde cherche à aller de l'avant. Le gouvernement chinois espère faire croître son hub d'innovation et voit dans les experts et entrepreneurs étrangers un espoir d'y parvenir. La Chine, ces dernières années, veut se transformer et attirer des capitaux financiers et des talents humains. Mais les processus d'approbation de permis de travail sont un frein à cette ambition. La Chine bénéficie de talents de l'international. La Chine bénéficie des Chinois de l'étranger qui veulent revenir pour leur retraite ou pour investir en Chine. Le gouvernement doit adopter des politiques qui permettent de faire venir des talents étrangers dans les technologies. C'est peut-être la raison pour laquelle la Chine réalise qu'il est important pour elle de mettre en œuvre ces transformations pour son économie. Mais les choses changent. Le gouvernement central ainsi que les gouvernements des municipalités de Beijing et de Shanghai essaient de fournir de meilleurs services aux experts étrangers en leur permettant d'obtenir un permis de résidence, une carte verte. Un programme pilote va commencer dans la Silicon Valley de la Chine, Zhongguancun, à Beijing. Par le passé, si vous demandiez une carte verte, il fallait attendre 6 mois et parfois même entre 9 et 12 mois. Maintenant, les nouvelles régulations permettront un processus de seulement 50 jours. C'est beaucoup plus rapide et pour la première fois dans l'histoire de la Chine, le ministère de la Sécurité publique va établir un centre de processus de permis de résidence à Zhongguancun. C'est le premier centre du genre à Beijing, ça n'était jamais arrivé par le passé. Mais qui donc sera éligible ? Les membres étrangers d'une start-up installée à Zhongguancun et les talents étrangers embauchés par les firmes de cette zone. Les Chinois de l'étranger titulaires d'un doctorat ou des entrepreneurs ayant des ambitions en Chine sur le long terme. La Chine bénéficie des Chinois de l'étranger qui veulent revenir en Chine pour leur retraite ou pour investir. Pour attirer de nouveaux talents, les entreprises de Zhongguancun peuvent embaucher des étudiants étrangers qui étudient, même à l'étranger, comme stagiaires. Les étudiants étrangers qui étudient dans les universités de Beijing peuvent lancer leur propre entreprise à Zhongguancun. Les experts disent que si les mesures se révèlent un succès, elles pourront s'appliquer à d'autres régions. De nouvelles règles vont rationaliser la demande des étrangers pour la résidence permanente. Pour comprendre l'importance de la résidence permanente ou encore carte verte pour un étranger en Chine, nous avons interrogé un spécialiste du climat, John Moore, qui en a acquis une lui-même il y a 5 ans. Il n'est pas facile de trouver un étranger muni d'une carte verte, même dans la capitale Beijing. John Moore en est l'un des heureux détenteurs. L'expert climatique britannique, âgé de 54 ans, a été choisi en 2010 par le programme chinois 1000 talents, une initiative qui a attiré en Chine certains des talents les plus prometteurs dans divers domaines. On lui a accordé la résidence permanente 1 an plus tard. Monsieur Moore dit que le plus grand changement pour lui après son obtention de la carte verte était au passage de la frontière. Il y a 2 jours, lorsque je suis revenu de Finlande, il y avait une longue queue au poste de contrôle des passeports pour les étrangers. J'ai donc demandé à l'un des responsables là-bas, puis-je passer par le poste pour les Chinois? Et il m'a répondu, oui bien sûr.
après que je lui ai montré ma carte de résidence permanente. Donc je suis passé en 1 minute plutôt que d'attendre une demi-heure. Avec une propriété et 20 ans de sa vie passée en Finlande, M. Moore a pris la décision de venir en Chine en 2009. Il dit que la Chine peut offrir à un scientifique comme lui des opportunités et des ressources que la Finlande ne peut pas offrir. L'atmosphère en Chine est beaucoup plus à gratifier les réussites. Si vous êtes très bon, si vous pouvez prouver que vous êtes bon dans ce que vous faites, alors vous recevrez naturellement des ressources. M. Moore dit qu'à présent, il profite de la vie à Beijing. Il est très occupé à participer à des séminaires et à réaliser des projets scientifiques avec ses étudiants de l'Université normale de Beijing pendant la semaine. Les week-ends, il passe son temps précieux en famille et à s'adonner à ses passe-temps, les arts modernes chinois et la musique expérimentale. Et en réalisant l'impact de son permis de résidence, il espère que davantage de talents assidus internationaux pourront bénéficier de la même chance que lui. Donc, s'ils peuvent avoir une vie plus facile ici en Chine, cela signifie qu'ils seront plus enclins à rester et qu'ils seront plus efficaces dans le genre de travail qu'ils font ici, parce qu'ils n'auront pas à s'inquiéter autant de la bureaucratie chinoise. L'année 2016 a été baptisée l'année du tourisme sino-américain. Un record de touristes chinois est en effet attendu aux États-Unis cette année, et cela en dépit de l'affermissement du dollar et d'une croissance chinoise au ralenti. Reportage. Voici un groupe de touristes chinois particulièrement prisés puisqu'ils sont tous prêts à dépenser énormément. En ce moment, de nombreux pays cherchent à créer un relationnel basé sur le tourisme et sur de meilleures relations civiles avec le gouvernement chinois et la population chinoise. En effet, ils prennent en compte le grand nombre d'habitants et la propension de ces derniers à voyager à l'étranger et les conséquences de leur voyage à l'étranger. D'ailleurs, les présidents Xi Jinping et Obama ont déclaré l'année 2016 année du tourisme sino-américain. Les touristes chinois comptent maintenant parmi les plus dépensiers et parmi les principaux moteurs de croissance et de stabilité pour un large éventail de marques partout dans le monde. Certaines catégories de marques hôtelières comme Starwood et Hilton, entre autres, ont mis l'accent sur les touristes chinois. Mais à l'évidence, des chaînes de magasins telles que Macy's et Bloomingdale s'y intéressent aussi. Les touristes commencent à déferler en ce moment même. En 2014, 1 800 000 touristes se sont rendus aux États-Unis où ils ont dépensé plus de 21 milliards de dollars. Des recettes qui devraient être multipliées par 4 au cours des 5 prochaines années. Je pense qu'une forte croissance est possible vis-à-vis de la Chine et de ses attentes et de sa soif pour les produits de luxe. Cela a poussé un besoin stratégique pour répondre à ces besoins. Nous sommes une entreprise complète. Pour cette raison, ce que nous voulons faire, c'est observer les tendances de ces pays qui sont en pleine croissance et de leur fournir des expériences d'achat dont ils pourront profiter une fois de retour chez eux. D'après le département du commerce des États-Unis, à l'horizon 2021, les touristes chinois pourraient dépenser jusqu'à 80 milliards de dollars ici aux États-Unis. Avec une telle prévision, les entreprises qui célèbrent le Nouvel An chinois ne le font certainement pas sans raison. Et c'est la fin d'Aujourd'hui la Chine. Retour au plateau avec Yves Mouillet. Eh bien, merci Jonathan pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour le prochain journal.